Bonjour à tous, je m'appelle Théo Boutineau et le 1er septembre 2019, je me suis lancé dans la première plus grande aventure de ma vie. J'ai parcouru 4600 km à travers l'Europe de l'Est, le Caucase. Pendant 63 jours, j'ai traversé 10 pays et mon objectif, c'était de rejoindre Yerevan, la capitale de l'Arménie. Pour recontextualiser un petit peu les raisons qui m'ont poussé à me lancer dans ce projet, c'est qu'en 2017, je termine mes études en management du sport et j'ai cette envie, comme beaucoup de jeunes de ma génération, cette envie de voyager, d'aller voir le monde. Et j'étais sur le point de rentrer dans la vie active et je me suis dit que si je trouvais un travail à temps plein maintenant, et peut-être que le fait de rentrer dans une routine qui parfois nous freine, ça m'empêcherait de me lancer dans ce genre de projet. C'est là que je me suis dit qu'il était temps de se lancer, sinon après ce serait trop tard. Donc une fois qu'on a cette envie de voyager, la première question qu'on se pose, c'est quelle destination? Très vite, j'ai eu l'idée de l'Arménie. Parce que j'ai des origines arméniennes du côté de mes grands-parents et que ça fait depuis tout petit que j'entends parler de ce pays. Et contrairement à d'autres, je n'ai pas grandi donc dans la culture arménienne. Mais j'ai toujours eu au fond de moi cette envie, ce rêve d'aller dans ce pays pour la première fois. Mais je n'avais pas uniquement envie d'aller en Arménie, j'avais envie de voir d'autres pays. Alors tout de suite, l'idée m'est venue d'aller en Arménie, donc en vélo, dans l'objectif de pouvoir traverser différents pays, voir différentes cultures. Malheureusement, je n'avais jamais encore voyagé à vélo, donc c'était une première pour moi. Mais dès les premiers instants où j'ai eu l'idée en tête, je me suis dit je vais aller en vélo, peu importe, je vais me préparer et je vais m'entraîner vraiment pour pouvoir réaliser ce projet. Et donc j'avais envie aussi de développer un projet autour de ce périple qui reste en lien avec mes études qui sont le management du sport. Donc j'avais envie de préparer un projet concret avec d'autres choses, autre chose que le voyage à vélo. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi en parallèle de lancer une campagne de financement participatif pour lever des fonds pour des projets humanitaires en Arménie. Toutes les grandes idées du projet sont là, et maintenant il va falloir communiquer, partager, se préparer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'irai au bout de ce projet, rien ne pourra m'arrêter. À partir de ce moment-là, j'ai signé un pacte avec moi-même et j'irai jusqu'au bout. La préparation, la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de contacter une association pour avoir une expertise sur le terrain et choisir des projets humanitaires concrets à financer. Et la première idée qui m'est venue, c'était de contacter le Fonds arménien de France. Je les ai contactés, le contact a vite été établi et ensemble, on a très rapidement choisi 3 projets humanitaires que je souhaitais financer. Il fallait aussi que je trouve le vélo adapté et ça aussi, ça a pris énormément de temps. Il fallait que je prenne tout en considération dans les caractéristiques qui sont très nombreuses dans le vélo et il fallait que je choisisse entre soit le confort, soit l'efficacité. Donc finalement, je trouve un vélo qui me correspond, qui est plutôt de bonne qualité et donc je l'acquiers en mai et donc à partir de ce moment-là, je peux enfin m'entraîner, me préparer physiquement pour le trajet. Le seul problème, c'est que j'avais envie aussi de m'entraîner dans des conditions réelles. Conditions réelles, c'est-à-dire partir pendant plusieurs jours avec mon vélo, avec tout le matériel pour pouvoir tester donc tout le matériel, me tester aussi physiquement. C'est pour ça que en août, donc un mois avant le départ, je suis parti donc de Rambouillet en région parisienne jusqu'à Rennes, ce qui faisait à peu près 500 km. J'ai fait ça pendant 6 jours et ça m'a vraiment donné envie encore plus de partir. J'ai rencontré plein de personnes, vraiment de chouettes personnes et c'était vraiment cool de pouvoir tout tester dans les conditions réelles. Et donc j'ai pu m'entraîner au moins un mois avant le départ qui arrive très très rapidement. Et donc après un an de préparation, c'est le grand saut. Et cette expression, elle prend tout son sens puisque j'avais vraiment cette impression, lors des premiers coups de pédale, de littéralement me jeter dans le vide, de me laisser porter par le destin. Mais en réalité non, je suis vraiment bien maître de tout ça et je sais que rien ne sera plus jamais comme avant après ce départ. Mes premiers jours en Suisse se passent plutôt bien. J'alterne entre des paysages magnifiques et de la monotonie. Mais voilà, je me rapproche de l'Allemagne, donc je suis en train de suivre le Rhin. Et donc, en passant par le lac Constant, j'arrive enfin en Allemagne au bout du 3e jour. Et c'est là que le premier test physique arrive. Ça commence un petit peu à monter, je quitte le Rhin pour rejoindre le Danube. Et je ne savais pas que ce jour-là, j'atteindrais le point le plus haut de toute l'Eurovélo 6. Donc l'Eurovélo 6,
c'est la piste cyclable que j'ai suivie qui traverse l'Europe et qui part de Saint-Nazaire et qui va jusqu'en Roumanie. Et donc c'était ce jour-là que j'allais atteindre le point le plus haut, qui est à peu près 800 mètres d'altitude. Alors ça paraît rien comme ça, mais je peux vous dire qu'au bout du 3e jour, tout de suite on vous montre un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir quand on voyage à vélo. Et la côte était interminable. Et puis finalement ça s'est terminé sur une descente à 15%, avec les mains crispées sur le guidon et prêt à freiner à n'importe quel moment. Donc voilà, premier test physique, au bout de 3 jours, j'arrive en Allemagne, mais je rejoins enfin le Danube que je vais suivre jusqu'en Bulgarie. La traversée de l'Allemagne, parfois me semblait si longue. J'avais tendance parfois le soir à regarder la carte, à dézoomer, et à chaque fin de la journée, je me disais purée, il reste encore énormément de route. Mais voilà, en réalité, j'avançais à un plutôt bon rythme, et bientôt, j'allais arriver en Autriche. J'arrive enfin en Autriche, après près de 800 km parcourus. Ce sentiment de progression, voilà, il s'accentue dès que tu traverses une frontière. S'ajoute à cette joie aussi tout le paysage et les reliefs. Tout ça cumulé me permet d'avoir vraiment comme un regain d'énergie. Mais c'était sans compter cette douleur un peu étrange que je ressens au niveau du genou. Et quand on voyage à vélo, on a mal un peu partout. Mais là, c'est différent. Je m'arrête un peu après, je ressens et je constate que mon genou gauche commence à gonfler. Instantanément, je passe du baume du tigre pour soulager le gonflement, mais je sais que quelque chose ne va pas. Donc je décide de rouler plus tranquillement, de m'arrêter dans un restaurant pour commencer à me renseigner sur quel type de blessure j'aurais pu éventuellement contracter. Je demande à la serveuse de la glace et je commence à faire tout ce que n'importe qui aurait fait dans ces moments-là, c'est taper les symptômes sur internet et constater les pires diagnostics. Ce qui revenait le plus souvent, c'est le mot tendinite. Et qui dit tendinite dit fin de l'aventure ici. Donc je commence à envisager le pire, et vraiment cet ascenseur émotionnel, après la joie d'arriver en Autriche et la désillusion quand ton corps te rappelle à l'ordre, ce que je décide donc de faire, c'est de m'arrêter dans le prochain camping le plus proche, de continuer la route tranquillement sans trop forcer sur les jambes. Je décide donc de faire mon premier break à Linz en Autriche. C'était la plus grosse ville dans les alentours et elle était à 1 jour de route en vélo, ce qui me semblait assez correct. Donc je décide de m'y arrêter pour me reposer et tenter de voir un médecin pour comprendre ce que j'ai. Et le soir, je discute avec une dame qui gérait donc le restaurant de l'hôtel. Je lui explique la situation, elle s'en va. Et puis elle revient et elle me dit, écoutez, dans 1 heure, 2 heures peut-être, il y a un médecin qui va venir vous consulter. Le médecin arrive dans la soirée, je stresse un peu, j'essaye de bien comprendre ce qu'il m'explique en anglais et il me dit que c'est une inflammation et que dans 2 jours, en prenant des anti-inflammatoires, je serai de nouveau opérationnel. Sauf qu'au bout de 2 jours, le gonflement ne se résorbe pas. Aucune différence, le gonflement a toujours la même taille. Le temps me semble vraiment long. Je ne peux pas sortir par peur d'empirer mon état. Je suis bloqué. Je ne peux même pas aller visiter la ville de Linz. Et donc là, vraiment, c'est un moment très difficile où je dois juste rester dans ma chambre et attendre que le gonflement se résorbe. Donc là, je décide de reprendre la route sur une dizaine de kilomètres pour m'arrêter dans un camping où je vais, encore une fois, m'arrêter. Il va falloir vraiment que je fasse preuve de patience puisque je ne sais pas ce que j'ai et j'ai pas envie d'empirer la situation. Et là, le temps vraiment ralentit, je suis posé dans ma tente, je ne peux rien faire. Je constate toujours une fois de plus que le gonflement ne se résorbe pas. Mais voilà, au bout de 4 jours, j'en peux plus et donc je décide de reprendre la route. Le gonflement me gêne depuis le début, mais ça m'empêche pas de pédaler. J'ai pas d'énormes douleurs, donc voilà, je décide de repartir. Et si jamais ça empire et que je suis dans l'incapacité d'avancer, c'est pas grave. Je rentrerai chez moi, je me soignerai et je repartirai de là où je me suis arrêté. Et donc le même jour, j'ai la chance de rencontrer dans un camping 4 Français. Donc j'étais bien contente de les rencontrer, de pouvoir un peu extérioriser et leur parler aussi du problème que j'ai eu au genou. Et voilà, j'apprends qu'ils ont tous prévu d'aller à Budapest. On décide le lendemain donc, de faire la route ensemble. Et c'était cool, c'est des moments sympas quand on voyage seul à vélo, de pouvoir rencontrer d'autres personnes.
On part le lendemain, on arrive à la mi-journée à Vienne, on roule très très vite. Et donc je décide de rester une demi-journée à visiter Vienne et je choisis donc de repartir le lendemain matin puisque j'ai déjà pris énormément de retard à cause de mon genou. Et donc je quitte Vienne pour rejoindre Bratislava en Slovaquie. Et ce qui est cool, c'est que la capitale slovaque n'est qu'à 70 km de Vienne. Donc voilà, je me sens bien sur le vélo, même si je reste prudent sur ma cadence. J'arrive donc dès le lendemain en Slovaquie. J'y passe malheureusement qu'une nuit, je ne peux pas rester un jour de plus. J'avais envie d'y rester, mais j'ai un objectif précis et je veux arriver à temps en Arménie. L'hiver approche et voilà, je ne veux pas que la fin du voyage se passe dans de très mauvaises conditions. Donc c'est pour cette raison que je me suis un petit peu pressé au début. Donc je ne ferai qu'une demi-journée en Slovaquie, j'arrive très vite en Hongrie. Et la prochaine étape, c'est Budapest. Et j'ai vraiment très hâte de voir la ville. Ce que j'aime vraiment le plus, c'est passer d'un pays à un autre et observer les différences d'architecture, les commerces, les gens. Et c'est vrai que voilà, passer de l'Autriche à la Slovaquie et la Hongrie, c'est un premier choc entre guillemets, hein. Les niveaux de vie sont vraiment pas les mêmes. Et là, on commence à ressentir l'héritage de l'ancien bloc soviétique. La route en Hongrie, voilà, elle est très monotone, trop monotone. Il faut que j'avance. Donc voilà, voyager à vélo, c'est surtout pouvoir profiter des paysages qui nous entourent. Mais quand c'est pas le cas, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Et donc depuis Mulhouse, comme je vous avais dit, je suis l'Eurovélo 6, qui suit le Rhin, puis le Danube jusqu'en Roumanie. Donc la route, elle n'est pas toujours directe. Elle fait parfois des zigzags qui font parfois perdre énormément de temps sur ta journée et ton nombre de kilomètres. Et donc c'est la première fois à l'approche de Budapest que je vais décider de quitter l'Eurovélo 6 et de suivre ma propre route en suivant donc les axes secondaires. Et donc ça m'a permis quasiment de gagner une journée entière de route et d'arriver à Budapest le 22 septembre. Et donc après un jour de repos à Budapest qui m'aura laissé un super souvenir et vraiment l'envie d'y retourner pour prendre le temps d'arpenter les rues voilà, d'une ville qui me semblait vraiment vivante et voilà, où on pouvait vraiment admirer l'architecture des différents bâtiments qui parfois nous laissent sans voix. Et 3 jours après Budapest, j'arrive en Serbie. Première fois depuis mon départ que je dois passer par un poste de frontière. Et on en oublie parfois ce que l'Europe a pu permettre passer si facilement donc d'un pays à un autre. C'est un vrai bonheur et on s'en rend compte davantage quand on voyage à vélo. J'ai aussi vraiment très envie d'aller à Belgrade et donc à ce moment-là, pareil, je décide de ne pas suivre l'Eurovélo 6 et choisis donc de suivre ma propre route, histoire de gagner du temps et de pouvoir profiter plus longuement donc de Belgrade. Juste avant Belgrade, je m'arrête dans ce que je pensais être un camping, mais qui était en réalité un jardin d'une maison aménagée pour accueillir des campeurs et principalement des cyclotouristes. Et là, il y a une femme qui m'accueille, elle parle un anglais irréprochable, elle est pleine d'énergie, elle est très charismatique. Et le lendemain matin, nous prenons le temps de discuter, je lui pose des questions sur l'histoire du pays, qu'elle me raconte avec vraiment beaucoup d'émotion. On sent les cicatrices de la guerre encore très ouvertes et j'avoue que j'ai passé un bon moment, un si bon moment qu'il était 11 heures et que je devais absolument partir puisque les journées sont vraiment de plus en plus courtes, la nuit elle tombe assez rapidement. Donc il ne fallait pas que je traîne, il fallait que je reprenne la route. Même si la conversation était extrêmement intéressante, il fallait vraiment que je reprenne la route parce que j'avais l'objectif donc d'aller à Belgrade. Et donc le 28 septembre, j'arrive à Belgrade. C'est un des sentiments que j'ai le plus adoré pendant cette aventure. C'est toutes les fois où j'arrive dans une capitale. C'est difficile de mettre des mots précis sur ce sentiment, mais c'était comme voilà, atteindre une marche en plus, voilà, une étape. Et à chaque fois, j'avais vraiment ce sentiment-là quand j'arrivais dans une capitale. Et voilà, les premiers instants à Belgrade, on sent vraiment que c'est une ville vivante, qui fait du bruit et ça me plaît beaucoup. Je m'installe donc dans une auberge de jeunesse, dans le centre de la ville. Et le lendemain, je fais comme j'ai pu le faire dans les autres capitales. Je pars marcher, arpenter les rues et aller où mon instinct me guide. Mais malheureusement, la marche, ce n'est pas de tout repos par rapport à mon genou. Bizarrement, paradoxalement, je souffre davantage de mon genou quand je marche. Donc je décide de ne faire
qu'une de mes journées de visite et le reste de la journée, je décide donc de me reposer dans l'auberge de jeunesse. C'est à ce moment-là que je vois un gars de ma génération arriver avec une tenue, des sacoches et ça ne fait aucun doute pour moi, il voyage aussi à vélo. Et donc je décide d'entamer la conversation et en fait il s'appelle Chris, il est allemand et en effet il voyage à vélo et il avait prévu d'aller jusqu'en Iran et il avait à peu près le même trajet que moi et donc c'était super cool. Le soir on va boire un coup avec un Français qu'il avait rencontré qui voyageait également à vélo et on décide ensemble avec Chris le lendemain de faire la route tous les deux. Donc on décide de faire de la route ensemble le lendemain sans se projeter non plus loin. Et on fait à peu près voilà, plus de 100 km. On termine la journée par une traversée du Danube sur un bateau sur lequel il y avait un camion, un bus. Et sincèrement, je me demandais comment tout ça pouvait tenir dessus. Et donc, il fallait qu'on traverse le Danube. Moi, je décide de m'arrêter dans un camping. Lui préfère aller dormir dans un hôtel à 20 km plus loin. Mais voilà, la nuit, elle commence vraiment à tomber et je préfère rester sur mon plan initial. Et donc on se décide de se retrouver le lendemain, on se donne une ville, on se donne un point de rendez-vous pour repartir le lendemain ensemble. Sauf que le soir même, il m'explique que le lendemain, il continuera seul. Sans vraiment me donner de raison claire, mais je comprends son choix. Quand on voyage à vélo et qu'on est seul, c'est parfois difficile de s'adapter au rythme de quelqu'un d'autre. Mais peu importe, j'ai passé vraiment une superbe journée, je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Donc voilà, je vais continuer seul, mais c'était vraiment un bon moment de partage. Et je commence à me rapprocher grandement de la Bulgarie. Et c'est une étape importante pour moi puisque c'est le dernier pays avant la Turquie, le pays où j'atteindrai un peu plus de la moitié de tout mon parcours. Et donc j'ai quitté la Serbie en faisant une très belle rencontre. C'était mon dernier jour dans ce pays. Et je passe au niveau d'un petit jeune qui, avec son vélo, avec ses sacoches, je lui dis bonjour. Et il m'alpague, il veut absolument faire quelques kilomètres avec moi. Et en fait, il s'agit de David, il a 18 ans. Et en fait, il avait décidé de prendre son vélo et d'aller visiter son pays. Et il avait une énergie incroyable, il parlait très bien anglais. Et son énergie communicative et sa curiosité, j'espère que ça l'emmènera au bout du monde. Il avait cette envie, ce rêve de remplir son passeport des tampons de tous les pays du monde. Et voilà, c'était très inspirant pour moi. Je trouvais ça incroyable qu'un jeune de 18 ans se lance dans ce genre d'aventure. Je ne sais pas si moi, à son âge, j'aurais tenté la même chose. Mais voilà, c'était très inspirant et j'ai eu un regain d'énergie après cette rencontre qui m'a vraiment donné envie de continuer et de ne rien lâcher. La Bulgarie. Sûrement une étape qui ne restera pas comme le meilleur souvenir de cette aventure. Pourtant, il n'y a pas vraiment de raison particulière. J'avais juste tout simplement pas un bon feeling. Je ne m'y sentais pas vraiment bien. Mais encore une fois, c'est un sentiment très subjectif. Il y avait un paysage montagneux qui était assez appréciable. Mais je ne saurais pas expliquer précisément ce qui m'a fait peu apprécier le pays. Je ne suis peut-être pas passé par les meilleurs endroits. Le fait aussi que le bord de route soit extrêmement pollué. J'avais vraiment pas un très bon feeling par rapport à ce pays. C'est vraiment très subjectif et forcément on a des feelings parfois qui sont différents d'un pays à un autre. Et voilà, c'est pour ça qu'en Bulgarie, j'étais à une moyenne de 100 km par jour. Mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour je retournerai dans ce pays et que j'irai découvrir de nouvelles choses. Voilà, je ne suis pas allé par exemple à Sofia dans la capitale ou alors sur les côtes de la mer Noire où c'est très touristique. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais j'avais vraiment envie d'arriver très rapidement en Turquie.